Bonjour, encore une fois, comme la semaine dernière, nous nous retrouvons à l'heure de la sortie de ce podcast dans l'incertitude. Nous ne savons toujours pas si le match entre le Stade Brestois 29 et l'Olympique de Marseille aura lieu. Encore une fois, on a décidé de vous laisser notre préparation du match contre l'Olympique de Marseille, même si vous le verrez, celle-ci reste allégée du fait de l'incertitude planant autour de ce match. Nous vous souhaitons donc une nouvelle fois un bon podcast et allez Brest! Brestoise, sans aucun doute, ça valait le coup d'attendre. Bienvenue pour ce 45e épisode de Brest On Air. Alors ce ne sera pas le podcast le plus divertissant, on va dire. Et ça semblait triste jusqu'à ce que je me souvienne que vous alliez pouvoir écouter Fanch, Yann, les couteaux parfaitement aiguisés. Les crampons acérés. Ah bah là, tout est parfait pour ce podcast. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bah perso, j'ai vraiment passé un super week-end. L'avantage maintenant, c'est que le dimanche, les matchs sont le dimanche, donc tu peux passer un bon samedi, oui. Et au final, le week-end se passe plutôt bien. Donc content de l'apprendre, Yann, que tu as passé un bon week-end. Et toi, Fanch, le week-end ? Excellent. Alors là, c'est vraiment parfait. Parfait, et donc pour que vous aussi puissiez passer une bonne fin de semaine, un podcast plus traditionnel maintenant que la Ligue 1, en tout cas pour 19 clubs, a repris. On reviendra évidemment sur vous appelez ça comme vous voudrez, hein, évidemment, mais on va parler de naufrage du Stade Brestois à Nîmes, comme d'habitude, hein, comme tous les ans, c'est le naufrage annuel aux Costières. On continuera avec quelques news, puisque c'est notamment la reprise pour les championnats des autres équipes du Stade Brestois. Et on terminera par la présentation de Brest-Marseille pour le premier match de la saison à domicile, ou en tout cas ce qui y ressemble. On commence tout de suite par Nîmes-Brest. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Alors Nîmes-Brest, on va peut-être commencer par, avant de parler sur les nombreux points négatifs, on va peut-être passer en revue ce qui a été, ce que le Stade Brestois a fait de bien ce dimanche. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des points positifs, on va peut-être passer aux points négatifs. Fanch, je vais te lancer directement sur le Nîmes-Brest, puisque voilà, on a vraiment eu l'impression de revoir un match de la saison dernière avec une équipe finalement assez naïve, passive. Déjà, ce que tu dis, c'est un problème, parce on a revu ce qu'on voyait l'année dernière. Comme s'il n'y avait pas eu de trêve, de 5 mois de trêve, et du coup, 5 mois de tu préparation. induis qu'il n'y a pas de progression, et pour moi, déjà, c'est un problème qu'il n'y ait pas de progression entre une saison et une autre. On avait insisté là-dessus, déjà dans le podcast précédent, sur notre volonté de voir l'équipe mieux performer à l'extérieur. Alors, on a fait pire que l'année dernière, c'est fort, hein, parce qu'on a déjà perdu 3-0 là-bas. Et là, 4, bon. Mais on a fait pas mieux l'année prochaine. On a fait mieux en prenant un but seulement après 6 minutes de jeu. C'est-à-dire 4 minutes d'invincibilité supplémentaire par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est pas rien. Parce que dans 10 ans, peut-être qu'on pourrait atteindre le match nul à la mi-temps. Yann, tu voulais avant que... Après, juste, tu dis qu'on a fait pire, et je sais que Quentin n'est pas trop d'accord, mais moi je trouve que c'est encore pire dans le sens où Nîmes n'a pas été flamboyant l'an dernier, ils avaient vraiment mis tous les ingrédients pour nous mettre une branlée. Voilà. Là, franchement, je pense qu'ils étaient prenables. Oui. C'est ça qui est... C'est pire. C'est ça qui est inquiétant. Alors, moi j'ai noté deux grands chapitres, si je puis dire, concernant le match de Nîmes. D'abord, une prestation collective qui est inquiétante à plus d'un titre, avec notamment déjà dans l'envie. Quand on joue une équipe qui joue le maintien, le minimum c'est de montrer un peu d'envie. Et là, j'en ai pas vu sur ce match. Alors, par quoi est-ce que ça s'explique ? Peut-être est-ce que c'est la chaleur, il a fait extrêmement chaud, je sais pas si c'est une excuse qu'on peut leur trouver ou pas, pour moi c'est pas une excuse dans tous les cas, mais déjà dans l'envie il y avait rien de vraiment transcendant, on se demandait si l'équipe était vraiment motivée pour ce match. D'ailleurs, pour rebondir rapidement, par rapport à Nîmes par exemple, autant tu as pensé qu'ils n'avaient pas fait un bon match, autant eux dans l'envie ils étaient là et ils ont joué assez haut, ce que nous on n'a pas vraiment fait, et c'est étrange notamment par rapport au match contre Lille la semaine avant, le match contre Nîmes, où on avait vu un Brest qui jouait haut, entreprenant, acteur, et voilà,
encore une fois, il faut pas se fier aux matchs amicaux et encore plus peut-être cette saison, parce que Nîmes, on sait que leur préparation s'était pas déroulée de façon très idéale. Ça aurait dû de l'inverse en fait, on aurait dû nous être en pleine forme et eux un petit peu dans le dur vu qu'ils avaient pas joué depuis longtemps et C'est c'était ça. complètement... Mais on avait l'air d'être dans le dur physiquement. Donc, voilà, est-ce que c'est le contre-coup d'une préparation plus longue que les autres? Brest, à partir du moment où l'équipe de Olivier Dalloglio est bousculée, je trouve que on n'a pas le répondant nécessaire et on flanche très vite. C'est très rare les matchs où on est en grande difficulté, on tient, et puis après petit à petit on revient dans le match. Généralement on le voit très vite, on prend le but à 1-0 au bout de 6 minutes et on savait, je pense qu'on allait couler très rapidement. On s'était dit à Nîmes, c'est foutu. Oui. Mais le si, il me semble qu'Olivier Dalloglio l'a pointé, c'est qu'on avait l'impression que les joueurs eux-mêmes savaient qu'ils allaient perdre à Nîmes et dès que le premier but a été marqué, voilà. Une sorte de fatalisme. C'est ça. Certes, on perd beaucoup au Costières, mais c'est assez gênant. Ouais. Donc mon premier point c'était l'envie. Mon deuxième point c'est les idées. Dans les idées de jeu, j'ai pas vu grand chose de très optimiste. Enfin, j'ai pas été très optimiste pour la suite dans le sens où j'ai rien vu de vraiment très intéressant sur ce qu'on pourrait imaginer se développer sur le reste de la saison. Et j'ai trouvé une équipe vraiment tout simplement qui n'était pas au niveau de son adversaire et pas au niveau du championnat. Tu entamais Quentin en me disant que c'était la même chose que l'année dernière. Justement, c'était aussi dans l'appréciation collective qui m'inquiète à plus d'un titre. C'est les erreurs qui se répètent avec vraiment le fait qu'il n'y ait aucun progrès par rapport à ce qu'on voyait l'an dernier. Et notamment à l'extérieur, parce qu'on avait dit on a perdu 3-0 à Nîmes, on avait fait 3 ou 4-0 à Montpellier. C'est des matchs dans le sud, notamment à Monaco, on avait pris 4 aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà, là il n'y a pas de progrès. Autant l'année dernière, on pouvait mettre ça sur le compte de l'inexpérience, de la naïveté de l'équipe et de l'effectif en général, peut-être même du coach qui apprenait à découvrir ses joueurs. Là, ça fait déjà 1 an et pour moi, ça c'est inquiétant. Et dernier point sur la prestation collective, c'est la responsabilité du coach, justement, que je veux pointer du doigt. Les piètres prestations à l'extérieur se répètent. Et pour moi, il a sa part de responsabilité. Peut-être que vous aurez votre mot à dire là-dessus, justement, et vous me répondrez sur ce sujet-là. Mais pour moi, Olivier Dalloglio passe trop souvent entre les gouttes du fait qu'il fasse pratiquer un jeu agréable à domicile. Et ça, je ne remets pas en question. Hein. Je ne dis pas que c'est un entraîneur qu'il faut virer ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. Mais pour moi, il a des lacunes sur ses matchs extérieurs. Et lui-même dit qu'il n'a pas encore trouvé la clé. C'est un petit peu long. Peut-être qu'avant que je passe aux prestations individuelles, vous voulez rebondir Non, mais nous non plus, on l'a pas. On sait pas. Non, mais nous, on n'est pas coach. Non, mais peut-être que c'est mental et qu'il peut pas vraiment avoir un rôle dans ça. Je pense que ça vient plus des joueurs en fait que de lui. Après, sans le défendre outre mesure. Vous savez que je suis plutôt un pro Dalloglio. Évidemment qu'il a sa part de responsabilité, mais à quel point c'est difficile de. Je dis pas qu'il est le seul responsable. Hein. Mais dans ces cas-là, tu changes ton schéma de jeu, parce que toi, est-ce que dans ton esprit, il vaut mieux mourir avec ses idées, comme on dit, quitte à prendre des branlées comme ça et toujours vouloir jouer, ou alors être plus pragmatique, sachant qu'on est une équipe pour qui chaque point va compter. Si on prend par exemple le match contre Nîmes, je pense qu'il a essayé d'être plus pragmatique et que ça n'a pas réussi. Du coup, ça veut dire qu'il continuera à jouer sur les prochains matchs à l'extérieur. Parce que si on prend l'exemple par exemple du match contre Rennes l'année dernière, où là c'était peut-être le match le plus pragmatique à l'extérieur, ça avait marché. Il n'était pas très Dalloglio. Non, d'ailleurs Gaëtan Charbonnier c'était plutôt plein dans l'interview. Ouais, mais au final ça faisait 1 point. Juste, voilà, mais je pense qu'il a essayé peut-être de faire la même chose, et que là ce sont les joueurs, collectivement et individuellement, qui ont fait des erreurs et qui ont amené à cette défaite assez drastique. Après, moi, je suis pas le dernier à critiquer Olivier Dalloglio, mais sur ce match-là, je veux dire, quoi que tu fasses avec l'envie qui a été montrée par les joueurs, plutôt le manque d'envie, tu t'arriveras à rien, quoi. Mais il est là pour motiver l'équipe, justement. Il est coach, il doit, dans le vestiaire, avant de rentrer sur le terrain, il doit transcender les joueurs pour qu'au moins, il y ait cette envie et ce minimum. Tu vois, on aurait perdu à Nîmes, je sais pas, 2-0, mais en ayant tout fait en étant là dans les duels, en ayant des occasions, parce que honnêtement, est-ce qu'on a une occasion sur ce match? Je ne suis pas persuadé. C'est quand même triste chez une équipe très très médiocre de Ligue 1 de ne pas se créer de situation de but. Voilà, pour moi, Olivier Dalloglio, il a une vision du jeu qui est très intéressante, une vision du foot qui est vraiment passionnante. Et je pense que quand il parle de jeu, c'est très bien. Le reste, parfois, c'est un petit peu plus monotone, mais il y a des lacunes justement dans ces matchs où il faut autre chose que simplement... parce qu'on n'a pas l'effectif, je trouve, qui colle vraiment à ses idées. Je crois que tu allais y revenir un peu plus tard dans ton monologue, dans ta tirade, mais est-ce qu'il avait un effectif de niveau Ligue 1 pour affronter Nîmes? Est-ce qu'il avait 11 mecs qui auraient pu faire une bonne équipe de Ligue 1 et qui auraient pu battre
Alors une équipe à bon jour, oui, parce que voilà, c'est la beauté du football. Mais là, on était plus sur une équipe de niveau Ligue 2. Ligue 1,5, on va dire. Même, avec certains joueurs de Ligue 1. Avec certains joueurs avec lesquels je commence. Certains joueurs de Ligue 2 et d'autres même de National. Mais au-delà de ça, même du niveau pur, effectivement, est-ce qu'il y a les joueurs pour mettre en place ces idées ? Non, visiblement pas. Pas à l'heure actuelle, en tout cas. En tout cas, oui, pas à l'heure actuelle. Bien sûr, faut pas être définitif. Pour moi, franchement, je pense qu'on aura la confirmation dans les semaines à venir, mais c'est un match à part. Ça m'étonnerait qu'on répète une prestation comme ça dans la saison, même. Oui, c'est que le premier match aussi. Il faut pas non plus tout jeter dès la première journée. Ce serait un petit peu trop rapide. Mais on voit des signes qui sont peu encourageants. Là, c'est pas normal de commencer comme ça. C'est excusable, mais pas normal. On te laisse continuer. Tu étais parti à grandes enjambées tel Larsen Touré sur ton côté droit. Bah après, les prestations collectives inquiétantes, c'est quand même ça le plus important. J'ai aussi relevé, et je pense que vous aussi et les auditeurs également, des prestations individuelles qui sont vraiment en deçà des attentes. Je pense qu'on n'a pas tous le même degré d'attente pour chaque joueur. Évidemment, sur les réseaux sociaux notamment, on a vu pas mal de gens tomber sur le Doiron par exemple, sans le nommer. Je pense qu'on peut pas attendre de... c'est quoi son prénom, le Doiron ? Jérémy, ouais, tellement je m'en... Ouais. Donc le Doiron, on peut pas attendre autant de lui que d'un mec comme, je sais pas... Et pour le coup, c'était l'un des seuls à être plutôt dans l'esprit et dans l'attitude présente. Moi, je peux rien lui reprocher à ce mec qui découvre la Ligue 1. C'est pas de sa faute s'il est mis sur le terrain, c'est le coach qui décide. Il est pour moi pas au niveau pour l'instant, parce que rien ne dit qu'il va pas progresser et justement se mettre au niveau de la Ligue 1. Pour l'instant, voilà, un joueur comme le Doiron, pour moi, n'a rien à faire dans l'effectif, dans le 11 titulaire du Stade Brestois en Ligue 1. Je vais passer sur son cas parce que pour moi, c'est pas sur lui qu'il faut taper, c'est pas le responsable de la défaite de Brest à Nimigné, pas pour grand chose. Non, et c'est comme tu dis, Quentin qui a dit, un des seuls qui a vraiment montré de la bonne volonté du début jusqu'à la fin. Ouais, je pense que lui, il est limité. C'est comme ça qu'il progressera au quotidien d'entraînement, c'est la même application, et peut-être qu'on verra en fin de saison que ça sera. Et pour le coup, je trouve que par rapport à ces matchs de préparation, c'était en progression. Donc je sais pas si ça amènera. Voilà, après, raison de plus pour pas l'enterrer. Après, voilà, elle est relative sa progression, mais pour moi, il y avait du mieux. Voilà. Après, si on revient sur les autres cas individuels, notamment sur le jeu offensif, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la prestation de Franck Honora. En tout cas, physiquement, ça va l'air très compliqué pour lui. Tu parlais d'offensif ? Oui, d'offensif. Ouais, parce que, défensivement, c'était pas vraiment. J'étais seul. Non plus. Non, mais défensivement, on a coulé pour certaines raisons, peut-être qu'on va évoquer tout à l'heure, notamment. Non, mais par rapport aux joueurs dont tu citais le nom, tant offensivement que défensivement, oui. C'était vraiment pas brillant. Voilà. Et après, on reviendra également sur peut-être le positionnement d'Irving Cardona seul devant. Une fois encore, moi, j'ai un petit peu de mal à me faire à l'idée. Pour l'instant, pareil, il y a toujours l'idée qu'une saison est longue, qu'on peut progresser, que qui manque est Gaëtan Charbonnier, et ça, c'est quand même très important. Et qu'il manque 2 attaquants. Oui, si tant est qu'ils arrivent un jour. Ah, c'est vrai, parce que pour le coup, à part si tu mets pas Cardona seul en pointe, qui est-ce que tu mets ? On va revenir à regretter Alexandre Mendy. Ah non. Ah, d'accord, excusez-moi, j'ai dérapé. T'es pas le seul ce week-end, depuis ce week-end. Sinon, après, pareil, au niveau de l'envie, après, on n'est pas là pour pointer du doigt tel ou tel joueur, mais quand je vois la prestation de Faussurier, je me demande dans quel état d'esprit il se trouve par rapport au Faussurier qu'on a pu connaître les années précédentes, ou si je me souviens bien, il y a 2-3 ans, il avait été assez exceptionnel avec Furlan, en marquant même des buts, en étant latéral, en jouant plus haut parfois. Là, je le trouve vraiment... Après, bon, il jouait à gauche, latéral, c'est peut-être pas non plus son poste, il a peut-être pas envie de jouer là, mais au moins dans l'envie de se mettre au niveau. Quoi. Après, même il y a un an. Oui, très bon. On avait d'ailleurs, si on écoute des podcasts, on dit d'ailleurs que c'est peut-être quand vous avez fait les petites notes de mi-saison, il arrivait dans les meilleurs joueurs. Mais tu parles d'envie, tu parles toi de manque d'envie, mais moi ce qui m'a frappé, et vraiment j'espère que c'est qu'une impression, mais c'est qu'il y avait une envie de mal faire en fait. Il y a une action qui est absolument aberrante à 80-90 minutes. On pouvait revenir encore, il y avait... C'est un centre très dangereux qui lui arrive devant le fait, il s'arrête pour laisser le ballon passer. Et il l'a fait 3-4 fois dans le match, donc je comprends pas... Enfin, tu parlais de Franck Honora qui lui effectivement n'a montré aucune envie, ou en tout cas pas la capacité physique pour la mettre à bien. Mais non, lui... sur le deuxième but, il revient en trottinant. Oui, c'est vrai. Mais... C'est autretesque. Mais côté Faussurier, c'est même pire qu'un manque d'envie. Je trouve que on va pas parler de sabotage, parce que c'est que des impressions, et j'ose espérer que l'humain vaut mieux que ça, mais l'impression que ça donne, c'est vraiment très très négatif. Après,
ça reste dans la lignée de sa courte deuxième partie de saison de l'année dernière où il avait déjà perdu sa place. Là, il jouait un poste de latéral gauche qui est plutôt promis soit à Romain Perraud titulaire ou à Ludovic Ball. Les deux étaient soit absents, soit en méforme. Donc il a été placé là. Normalement, c'est pas Fossury qu'on va retrouver là la semaine prochaine. Non, mais on l'avait pointé déjà en match de préparation, et notamment contre Saint-Brieuc, puis contre Lorient. C'était déjà pas ça au niveau de l'attitude. Et bah moi je me dis que si c'est lui notre doublure latéral droit, sachant que Ronald Pierre-Gabriel a eu des soucis de blessure dans sa carrière, je suis pas serein comme j'aurais pu l'être l'an dernier. Après, pour revenir sur les prestations individuelles, je pense qu'en fait on peut pointer chaque joueur peut-être du doigt en disant qu'il a mal fait ou des choses, ou en partie mal fait les choses. Peut-être Diallo qu'on peut sauver de ce naufrage collectif, c'est le mec qui a le gilet de sauvetage, on va dire. En fait, c'est le meilleur joueur de l'équipe et il l'a montré, quoi. Ouais. C'était le seul au niveau pour moi. Et chose assez agréable, c'est qu'il commence à prendre des initiatives avec le ballon. On l'a vu 2-3 fois essayer de dribbler un mec. Ça peut être intéressant pour la suite, pour essayer de développer un peu son bagage offensif, ce qui manquait un peu à son jeu l'année dernière. Maintenant, voilà, son principal rôle, ce sera de ratisser devant la défense et de donner à des mecs un peu plus offensifs qui, on l'espère, seront un peu plus haut sur le terrain pour les matchs qui arrivent. Mais c'est vrai que c'était l'un des seuls. Je mettrais Romain Fèvre aussi, tu parlais des attentes qui diffèrent selon les joueurs. Lui, il arrive, alors, je ne sais pas s'il arrive libre ou pas très cher. 400 000 euros, je crois. De Monaco. Pour un premier match de Ligue 1, on va dire que c'était encourageant. Acceptable. Pour moi, c'est pas encore un très bon joueur de football, c'est plutôt un taquineur de ballon pour l'instant. Mais le potentiel est là. Et c'est Yann qui en parlait régulièrement. C'est qualité sur coup de pied arrêté. Ouais, c'est ça. Nos deux seules occasions, c'est des têtes de Jérémy Doron sur des très bons coups francs à 30-35 mètres tapés par Fèvre. Et même ses corners étaient plutôt bien tirés. Voilà. Outre ces deux joueurs, alors on va dire qu'il a été moyen, mais qu'il n'a pas vraiment été aidé, et que pour une première, c'était plutôt intéressant. Ronald Pierre-Gabriel, j'ai trouvé alors pas solide, parce que c'est notamment sur le troisième but, c'est quand même lui qui a la faute. Mais d'une façon générale, lui était dans l'esprit. Il n'a vraiment pas été aidé parce qu'il avait un latéral gauche en face de lui qui était très offensif, et du coup il se retrouvait généralement en 1 contre 2, c'est notamment le cas sur le premier but. Mais voilà, généralement il a essayé, il a beaucoup de bonne volonté. Pour moi, c'est certainement une valeur ajoutée à l'effectif au poste de latéral droit par rapport à l'année dernière. Et pour ajouter, pardon, vas-y Yann. Tu dis 1 contre 2, c'était même souvent en 1 contre 3 avec leur Benraou qui venait souvent des accès, et sans le support de Haris Belkebla. Je pense que c'est le seul match où on verra ça. Mais déjà, 1 contre 3, je vois pas qui pourrait faire quoi que ce soit. Et même en plus, on a forcé le trait en ne ressortant quasiment que par la droite, où le mec était tout seul. Parce que, effectivement, Franck Honora ne venait pas vraiment défendre quand les Nîmois attaquaient. Mais quand Ronald Pierre-Gabriel avait le ballon, Honora, il était à l'autre bout du terrain. Tu peux pas faire quoi que ce soit là-dessus. Après, évidemment, par contre, son erreur sur le troisième but, c'est... Ça gâche son match. Après, pour revenir sur Diallo, moi, Quentin, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis sur le fait qu'il veuille jouer vers l'avant. Et je trouve que ça se voit aussi dans son comportement et la manière dont il se déplace sur le terrain. Il a la tête beaucoup plus levée qu'auparavant. Auparavant, il était vraiment un petit peu chien fou en se jetant dans les pieds des adversaires, en récupérant les ballons. Et là, vraiment, il a toujours la tête vers l'avant. Et je trouve que sa volonté de jouer vers l'avant. Et ça, c'est un palier qu'il a passé. Je pense que ça montre qu'il est aussi beaucoup plus confiant dans sa tête par rapport à ses pieds. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais il a plus confiance en sa technique et du coup, il se permet de lever la tête et de voir le jeu, d'avoir une clairvoyance un peu plus générale, une vue du jeu beaucoup plus... La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Diallo va rester, c'est ça. Et ça, pour l'instant, c'est très incertain. Là, il y a plutôt intérêt, parce que si Diallo part, alors après, évidemment, il apportera beaucoup d'argent qui pourra être réinvesti, mais s'il part la dernière semaine du mercato... Plus tard il va partir, plus ça sera difficile de le remplacer. Exactement. En tout cas, qualitativement, parce qu'on peut toujours faire des achats un petit peu en panique, le fameux panic buy, certains clubs sont spécialistes. Mais si Brahima Diallo part alors qu'il forme quand même une doublette plutôt intéressante avec Haris Belkebla au milieu de terrain,
c'est un petit peu notre seule certitude aujourd'hui. Ce serait un gros coup dur, et pour moi, ce serait un signe assez négatif envoyé quant aux ambitions de l'équipe cette année. Et juste pour revenir sur son comportement plus offensif sur ce match, vous m'excuserez de jouer un peu les rabat-joie, mais est-ce qu'au final, On t'excusera si on veut. ça n'aurait pas été le cas simplement parce qu'au bout de 5 minutes, il a compris qu'il n'y aurait personne d'autre avec lui? Non, mais peu importe ça. En fait, il a montré qu'il savait le faire et qu'il pouvait le faire. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il le refera quand l'équipe tournera mieux, quand Razib Belkebla sera revenu à son niveau qu'on connaît? Je sais pas. Et j'aimerais bien, ça serait très bien. Mais là, je pense que les circonstances ont fait que il n'a pas forcément le choix non plus. Non, mais enfin, s'il montre qu'il sait le faire et qu'il veut le faire, qu'il n'hésite pas, parce que c'est vraiment. Alors, on lui demande pas de faire des appels en profondeur, d'apporter une supériorité numérique dans les 30-25 derniers mètres. Ça, c'est toujours un profil qui nous manque, parce que pour le coup, Romain Fèvre, c'est quelqu'un qui décroche beaucoup, qui aime bien toucher le ballon, mais qui le touche un peu bas encore, un peu à la manière de Nicolas Anelka en équipe de France. Voilà, on a beaucoup de joueurs de décrochage, et au final, on se retrouve avec assez peu de joueurs dans les 25 derniers matchs, et du coup, on a vu un Cardona très esselé, d'autant qu'en plus, le contexte du match faisait qu'on n'était vraiment pas très haut, et qu'on avait du mal à ressortir. Comme tu disais, Yann, il y avait très peu de solutions, alors que c'est pourtant quelque chose qui est normalement travaillé, puisque c'est l'une des bases du jeu de Dalloglio, c'est de repartir de derrière, et donc de savoir quoi faire quand on a le ballon dans la défense à 4. Et là, pour le coup, on a l'impression que personne ne savait quoi faire, personne ne se montrait, donc c'était compliqué pour Cardona de toucher le ballon. Je crois qu'il a touché peut-être 25 ballons dans le match, et encore c'était souvent quand il dézonnait à droite ou à gauche. Il n'y avait rien en fait, on avait l'impression que c'était une équipe qui se découvrait. Je vous interromps, nouveau cas de coronavirus à Marseille. C'est vrai? Oui. Ah bah c'est... Un jeune joueur, mais professionnel. Ah, très bien. Bon, Donc c'est selon un journaliste de France Foot, donc nous ne jouerons donc pas. on va voir. Donc Ça dépend si tu es dans le groupe ou pas, comme on a vu qu'à Nîmes, il y avait des mecs qui étaient loin du groupe, près du groupe, on sait pas trop, donc voilà. Nîmes, quoi. Vous pouvez reprendre votre discussion, messieurs, je reste à l'affût. Non, mais c'est juste pour dire que Cardona était vraiment trop esselé sur le front de l'attaque. Parce que finalement, je pense qu'il peut jouer seul en pointe, mais s'il y a quelqu'un qui tourne autour de lui, quoi, qui est assez proche de lui, ce que ne peut pas faire Fèvre, parce que je pense que c'est pas le style du joueur. Par exemple, quand tu mets un Charbonnier, c'est beaucoup plus évident de trouver. Maintenant, après Cardona, il a quand même quelques lacunes aussi au niveau de ses prises de décision. Alors, ça se travaille, hein, évidemment, parce qu'il est encore jeune, il débute sa deuxième saison en Ligue 1, et encore sa première n'était pas complète. Donc voilà, tout ça se travaille, mais comme je disais, on avait l'impression de voir une équipe qui jouait son premier match de préparation, quoi, avec beaucoup de nouveaux, les bases qui n'étaient pas connues. Donc voilà, on a l'impression qu'on part de très très loin. Je pense que ça, on part de très très loin. Et d'ailleurs, ça peut nous faire un peu glisser doucement vers aussi le mercato. Est-ce que pour vous, qu'à l'heure actuelle, on a un effectif qui est meilleur que l'année dernière? À l'heure actuelle, non. Oui, pour moi non plus. Et pourtant, on a dépensé près de 10 millions d'euros. Mais Alors, moi, ma vision de l'effectif de ce mercato, c'est que on nous a présenté nos recrues comme étant de très bons joueurs. C'est peut-être le cas. Franck Honorat n'a pas montré sur le premier match, mais ça n'enlève pas que le mec... Oui, voilà, il y en a 37 autres pour c'est ça. Que c'est... Ne restons pas que sur ce match, c'est sûr que... C'est ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, et c'est ce qu'on a clairement vu sur ce match, c'est que le mercato, sur le plan quantitatif, il n'est pas encore bon. Quand tu vois que sur le banc, on a un seul défenseur, et c'est Ludovic Ball qui revient de blessure, je reste assez interloqué, surtout que maintenant, il y a droit à 5 changements, il y a 9 personnes sur le banc. Après, pour le coup, on joue de malchance, parce que Bain est une blessure inattendue, et Rel a été covidé, donc... Perrault est blessé aussi. Et Perrault blessé, donc bon. Oui, c'est sûr. Mais même... C'est comme 3 joueurs qui pourraient présenter une place de titulaire. Enfin, si t'as une défense Rel, Bain et Perrault, ça me choque pas, tu vois. C'est vrai. Mais bon, mettons alors l'inverse sur le plan offensif. On se retrouve avec Kylian Benvindo, qui a certes fait une bonne préparation, mais qui est sur le banc et qui est quasiment notre seul atout offensif. Ça me laisse perplexe. Alors qu'à l'inverse, on regarde Nîmes, qui certes n'a pas une équipe qui est de très grande qualité, mais ils ont quasiment tous leurs postes qui sont triplés quasiment. Le meilleur joueur sur le terrain, c'était un mec qui découvrait la Ligue 1 et qui vient de Rosenborg. Bien sûr. Donc ça montre un peu l'état de la performance brestoise. Et tu soulevais plutôt un bon point, puisque on a quand même laissé partir pas mal de joueurs gratuitement.
Donc ça veut dire qu'on savait qu'ils allaient partir. Et au final, on se retrouve avec pas mal de carences au niveau qualitatif et quantitatif. Voilà, c'est problématique, mais voilà, on sait aussi que c'est un mercato pas comme les autres et qu'il y a pas mal de championnats qui se sont finis il y a 2-3 semaines. Donc voilà, c'est compliqué Parce que de juger. Autrette est parti, mais il y a également oublié aussi Cour et Grand Cyr et Mendy. Donc ça fait quand même 4 joueurs qui, mine de rien, avaient apporté l'année dernière à chacun ce qu'ils pouvaient. En tout cas, Grand Cyr qui s'était montré efficace à la fin d'année, Cour en début d'année, Autrette surtout aussi au début d'année, Mendy pas très souvent. Mais là, bon, par qui ont-ils été remplacés? Honora. Parce que si tu comptes sur Fèvre pour remplacer Autrette, ou voilà, c'est un gars qui n'a jamais joué en Ligue 1, c'est pour moi une grave erreur. Il faut de l'expérience, il faut des joueurs qui est de la bouteille, des joueurs un peu plus âgés, parce que là, tous nos recrues avant RL avaient 23 ans, si je dis pas de bêtises. C'est très bien de bâtir sur l'avenir, mais si on descend en Ligue 2, ça va pas servir à grand chose. Après, on parle de Ligue 2 dès le premier match, faut pas non plus. Je dis pas ça comme ça, mais c'est inquiétant. Pour moi, je trouve que je vois pas d'équipe qui dispose d'un effectif inférieur au nôtre, en tout cas. Il reste 2 mois. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut se permettre de lâcher 2 mois? Est-ce que ça va jusqu'à quand le mercato? Début octobre, il me semble. Ouais, donc 1 mois. 1 mois et demi. Ah oui, on est fin août, oui. Bah oui. Il finit le 3 octobre. Donc oui, il reste 1 mois et 1 semaine. Sachant qu'il y aura une trêve de 2 semaines, C'est ça. donc on serait à la 5e 5-6e journée, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut se permettre de lâcher 5 journées? Je Non. ne pense pas, Pas quand tu joues le maintien. mais j'ose espérer que déjà nos recrues arriveront rapidement, et surtout que l'équipe actuelle, notamment à domicile, ne perdra pas 5 matchs. C'est possible, mais j'espère pas. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'acheter tout et n'importe qui aussi d'un côté? Donc, Non, mais c'est pour ça c'est une juste balance à trouver et j'imagine que c'est pas non plus facile de la trouver. Non, c'est pour ça qu'il faut espérer que le travail a été fait en amont et qu'au final c'est juste les négociations qui patinent plutôt que le simple fait de trouver un profil. Après, on avait dit dans un des premiers podcasts aux reprises que ce mercato, c'est pas parce qu'on allait avoir plus d'argent, plus de budget, qu'il allait être plus facile. Au contraire, c'est là qu'on allait voir ce que Lorenzi en avait dans le ventre et peut-être que tout simplement il n'est pas responsable. Je veux dire, si à chaque fois qu'il se positionne sur quelqu'un, on lui demande 10 millions d'euros, bon, c'est facile, c'est facile de demander, mais quand t'as pas les liquidités nécessaires, voilà. Donc pour les clubs comme nous, les petits clubs de Ligue 1, je pense que ça peut être très compliqué d'exister sur un marché où les prix s'envolent. Et le problème, c'est que, il a donné une excellente interview au Télégramme où il parlait pas mal de mercato, de ses méthodes de travail, mais il va pas mal en Belgique et aux Pays-Bas, sauf que c'est des marchés qui sont connus par la plupart des clubs depuis 5 ou 6 ans. En fait, donc ça veut dire que Brest a plus ou moins 5 ou 6 ans de retard sur la majorité des clubs. Alors c'est pas de sa faute, puisque Brest était en Ligue 2. Lorenzi n'était pas là déjà, donc ça met du temps à développer un marché et à connaître ses réseaux et à connaître les forces en présence de diverses équipes. Il parlait pas mal des équipes de jeunes de l'Ajax. Après, je sais pas si un jeune de l'Ajax voudrait venir à Brest. Il parlait pas mal de joueurs de l'AZ, des Calvin Stengs et des Miron Boadou. C'est un peu du rêve. C'est des joueurs inatteignables pour Brest. Donc voilà, j'espère que... Alors c'est ambitieux en tout cas, ça on peut pas lui reprocher, mais est-ce que c'est réaliste par rapport à la stature d'un club comme le Stade Brestois actuellement? Je sais pas, après est-ce que du coup, l'ambition qui est louable, de fait de recruter, de pister des joueurs comme ça, ne va pas nous faire passer à côté justement de joueurs peut-être plus modestes, qui auraient été plus adaptés à nos finances et qui vont partir dans d'autres clubs comme, je sais pas, justement Dijon, des concurrents directs, Nîmes qui recrute Rosenborg. Ouais, c'est ça, Nîmes, je pense qu'ils ont trouvé un plutôt bon filon avec la Scandinavie. Mais la Scandinavie, voilà, c'est un peu la même chose. Depuis 2 ou 3 ans, c'est l'un des foyers où il y a pas mal de clubs qui se positionnent parce que le rapport qualité-prix est plutôt excellent. On le voit notamment avec Melling, avec des Haaland, des machins. Alors il n'y a pas des Haaland dans tous les clubs, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de bons jeunes joueurs. Donc la concurrence est rude. Il y a peut-être d'autres pays où elle serait moindre, mais c'est difficile de savoir si par exemple un joueur qui joue en Slovénie arriverait à s'adapter à la Ligue 1 et à quelle vitesse, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais plusieurs fois déjà dans le podcast du manque de certitude. Le seul joueur qu'on ait recruté cette année qui en a, c'est RL finalement, parce que même Honora qui vient de Saint-Etienne et qu'on a acheté relativement cher, on en avait parlé,
c'est un gars qui a 12 matchs de Ligue 1 dans les jambes. On sait qu'il a des capacités. On l'a vu évoluer en Ligue 2, donc au niveau professionnel, il connaît. Ligue 1, un petit peu moins. À part Erel, quelle valeur sûre a-t-on dans l'effectif aujourd'hui qui provient de ce mercato? Aucune. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois, la taille de notre club fait qu'il ne faut pas se leurrer sur le plan offensif. On ne va pas récupérer des joueurs qui sortent de 2-3 bonnes saisons. Ça va être soit des jeunes joueurs qui ont tout approuvé, soit des joueurs qui sont un peu en méforme. Il faut bien le comprendre. Mais effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup de jeunes et on est plus sur des joueurs qui ont tout approuvé que des joueurs qui sont en méforme mais qui ont montré par le passé qu'ils pouvaient. C'est peut-être un manque, c'est à voir. Bon, on a quand même fait une bonne demi-heure sur Nîmes-Brest. On a un peu divagué sur la question un peu inhérente à ce qu'on a vu dimanche, puisque on a pris 4-0 et je pense qu'on a montré pas mal de lacunes et de carences au niveau de l'effectif au point de vue qualitatif et quantitatif, puisque les entrants n'ont pas apporté. Alors évidemment, le contexte c'est pas facile. Il y avait 2-0 quand ils sont rentrés, en tout cas majoritairement. Mais c'est vrai que voilà, c'était inquiétant. Maintenant, il reste 37 journées. Donc il n'y a pas de quoi non plus tirer la sonnette d'alarme. Les 37 derniers matchs, on est champion. Oui, en tout cas, c'est vrai, puisque Paris aurait donc 2 défaites. Donc on croise les doigts, on ne sait jamais. Tout est possible dans le football, on le sait. L'Espagne était championne du monde en 2010 en perdant son match inaugural contre la Suisse, qui parfois... Voilà. Sera peut-être champion du monde, donc c'est ça que tu veux nous dire. Absolument. Parfait. On va peut-être passer aux news, et continuer un peu ce podcast. Tourner la page de ce Nîmes-Brest et l'oublier très vite. Avant l'année prochaine. On l'espère. En Ligue 1. Oui. Ah, les supporters, là, c'est quoi les news ce soir? Alors les news, on va continuer et commencer surtout par de vieilles connaissances, puisque c'est la reprise pour les équipes, notamment de jeunes, du Stade brestois et principalement la N3 et les U19. Premier match pour la N3. La réserve donc entraînée par Laurent David et assistée de Michael Pellen cette année se rend à Plouzané, donc ils pourront peut-être aller à pied si jamais ça leur chante, puisque le match sera à Trémaïdic, donc samedi à 18h30. Alors je sais pas trop les modalités d'entrée, s'il y a une jauge 5000 limite, oui, s'ils font comme le gouvernement effectivement. Mais voilà, donc ce sera à 18h30 samedi. Et les U19 qui reprennent donc dimanche à Penn-Hélène à 15h contre Vertou, donc c'est la reprise pour les U19 qui retrouvent le championnat des U19 nationaux après un an, en tout cas 7 mois, en U18 R1. Donc ça fait plaisir. Un match contre Vertou qui devrait être à leur portée. Est-ce que ça change quelque chose sur leur entrée en lice en Coupe Gambardella, le fait d'être... Oui, ils rentrent plus tard. Ils rentrent au premier tour fédéral. Alors qu'ils avaient été éliminés avant le premier tour fédéral. C'est un effectif de qualité cette année? Oui, ça va être plutôt intéressant. Il y a donc la très grande majorité, l'écrasante majorité des U18 donc, qui est montée, qui est donc restée. Il y a quelques individualités qu'on a hâte de voir à ce niveau de compétition. Après, je pense que l'objectif principal, ça va être de se maintenir. Et après, comme disait Giroud, l'important c'est de maintenir et après on verra plus tard. Enfin, on verra plus haut. Mais moi, je pense que ça va être une bonne équipe. Après, voilà, loin du niveau des Nantes, peut-être Nantes, Rennes et compagnie. Mais il y a pas mal de bons joueurs. Et je pense qu'on verra aussi quelques U17 monter en U19 aussi. Donc voilà, ça va être une saison intéressante et vous pourrez la suivre en tout cas en différé sur ce podcast. Au niveau des coachs et des staffs, est-ce que tu peux nous faire un point peut-être sur la réserve U19, U17 peut-être? Donc comme je l'ai dit, au niveau de la réserve, donc c'est Laurent David qui conserve son poste, qui sera... Il reprend sa place? Oui, et vous? Oui. Parfait. Il sera donc assisté de Michael Pellen qui entraînait les U18 R1 donc l'année dernière. Au niveau des U19, ce sera donc Franck Cardiles. Franck Cardiles qui est plutôt connu au niveau des terrains nord-finistériens pour avoir coaché notamment le Stade Plabennecquois et le Plouzané Athletic Club en national. Je crois qu'il a entraîné en national avec Plabennec. Soit en national, soit en CFA. Mais il a été très haut avec Plabennec. Avec de belles épopées en Coupe de France. Exactement. Il entraînait la saison national, sûr. Parce que je me rappelle du fameux slogan Guingamp-Plabennec quand Guingamp descend en 2009. Ah, c'est vrai qu'ils avaient joué Guingamp-Plabennec. Ils avaient joué l'un contre l'autre. C'est là que Christophe Kervat avait retrouvé... Ah, on en apprend tous les jours.
Et donc voilà, Cardiles qui entraînait Plouzané l'année dernière et qui donc va vivre sa première expérience dans un centre de formation professionnelle avec les U19. Il sera assisté de Johan Ramaré qui était assistant de Nicolas Marillier l'année dernière avec les U17 nationaux. Donc il a eu son BEF, il me semble, cet été. Et donc il monte en grade en passant aux U17, aux U19 nationaux. Les U17 seront donc coachés par Olivier Aurillac et Julien Lerest. Donc Julien Lerest qui était entraîneur des U15 l'année dernière, et donc Olivier Aurillac qui arrive d'Angers, ancien Brestois évidemment, qu'on avait eu dans le podcast avant le Angers-Brest, à l'époque où on gagnait des matchs, surtout en déplacement, c'était encore plus lunaire. Et je crois que les U16 seront toujours coachés par Yann Pénès, l'emblématique Yann Pénès, qui a pas mal valdingué. Bourlingué, c'est ça le mot que je cherchais sur les terrains nord-finistériens, notamment à la SPDT, à Guilher et à Plouzané. D'autres news peut-être avec des anciens joueurs? Tout à fait, et un peu comme le Stade Brestois ce week-end, pas d'offensif, a priori. Ça a été les seuls Brestois qui ont brillé ce week-end, ça a été des défenseurs, et, chose à souligner, c'est en Ligue 1. On en a eu 2, donc Ismaël Traoré qui a été le premier buteur du SCO d'Angers, mais si je ne m'abuse aussi le premier buteur de la Ligue 1, de cette nouvelle mouture de la Ligue 1. Une belle finition, un pas du pied qu'on n'imaginait pas forcément chez Ismaël Traoré. Et l'autre défenseur, et ça personnellement ça me fait énormément plaisir, c'est le retour de Paul Bass du côté des Girondins de Bordeaux après 1 an sans jouer. Il avait été blacklisté par Paulo Sousa. Jean-Louis Gasset le remet titulaire du côté de Bordeaux. Plutôt un bon match, bon, enfin, pas à voir, mais sur le plan individuel, lui a fait plutôt un bon match. Ça n'a pas été le cas de toute la petite troupe brestoise qui se retrouve à Auxerre en Ligue 2. En plus, là, c'était vraiment un match brestois-brestois, parce qu'on avait Jean-Marc Furlan, entraîneur de la J Auxerre, qui était opposé à Omar Daf, avec Sochaux. Sochaux l'a emporté 2-0. Des choses étranges, Quentin l'a remarqué, Quentin Bernard, qui se retrouve défenseur central du côté d'Auxerre, aux côtés d'un Alexandre Kouef, donne le deuxième but, littéralement, à Sochaux. Et le comble, la totale, Donovan Léon, qui se fait exclure pour son premier match avec la J Auxerre. Un rouge peut-être un peu dur, dans le sens où il touche pas le joueur, mais le joueur adverse, à savoir Yann Kitala, si je ne m'abuse, s'en sort avec une très grave blessure. Donc, il s'en sort pas bien du coup. C'est ça. Donc vraiment pas des débuts optimaux pour les Brestois du côté d'Auxerre. Voilà, c'est l'équipe B de Brest en fait. C'est un peu ça, il démarre pas beaucoup mieux. Une charnière Coef-Bernard. Je sais pas ce que tu attends de ça en effet. Pas de la vitesse en tout cas. Après, bon. Au niveau des news aussi, on a Et au niveau des anciens Brestois qui ont brillé, notons la belle victoire de Plabennec pour leur retour anciennement CFA, maintenant N2. Ils ont battu donc un club, une ville, FC Rouen, bien sûr, l'un des favoris pour la montée en N1 d'ailleurs, donc plutôt une belle performance. FC Rouen. Ah oui, non, d'accord, c'était pas le QRM. Non, il existe toujours QV Rouen Métropole? Je crois que oui. D'accord. Il n'y a pas de raison. Enfin, si, il y a une raison qu'ils existent. Voilà. Il y aurait une raison pour laquelle il serait dissous, mais non. D'accord. Et donc, il y a quelques anciens Brestois qui ont joué, notamment Jérémy Pinvidi qui a marqué, qui est formé à Brest. Ewan Raymond qui est entré, qui évoluait à Brest en U19 nationaux il y a 2 ans. Et Nicolas Pellen, le frère de Michael Pellen, donc l'adjoint de Laurent David. Voilà, donc quelques anciens Brestois qui ont brillé. Bravo à Plabennec et on espère une belle saison de Plabennec parce que ça fait toujours plaisir de voir des clubs nord-finistériens briller. Sans transition, le retour au stade des groupes de supporters, donc Ultra Brestois et Celtic Ultra, les 2 groupes ont communiqué ensemble ce mercredi. Donc vous savez, il y a la jauge de 5000 spectateurs maximum qui a été annoncée par le Stade Brestois avec... Yann, d'ailleurs, tu reviendras tout à l'heure là-dessus sur l'alternance entre les gens abonnés en Foucault et les autres abonnés ailleurs dans le stade. Donc les gens qui sont abonnés dans les groupes de supporters pourront aller au match ce dimanche contre Marseille, si le match se joue évidemment, mais pas dans la tribune Quimper, oui, s'ils veulent, parce que la tribune Quimper, elle sera laissée vide. Dans le communiqué, on peut lire que les groupes ont pris la décision de ne pas revenir en tribune pour le moment, tant que la situation ne sera pas améliorée. Notre choix n'est pas forcément celui des autres, il est dépendant de notre volonté. Nous laissons donc la liberté à chacun
de se rendre à Francis Deblé pour voir le match en respectant évidemment les consignes sanitaires, donc c'est-à-dire la distanciation sociale, le port du masque, etc. Donc pas d'animation en tribune, mais les gens de la tribune Quimper et qui appartiennent au groupe qui veulent se rendre au stade pourront se rendre en tribune Arkea. Il y a pas mal de groupes ultra qui participent pas à cette reprise Qui de Ligue 1, reportent leur retour. notamment les Gladiators à Nîmes pour le premier match. Et malgré ça, malgré l'absence du contexte nîmois dans sa totalité, bon, ça a été un match comme les autres, hein, à Nîmes en tout cas. En tout cas, il est très important de respecter les consignes sanitaires parce que si on voit que tout se passe bien contre l'OM dimanche, qu'il n'y a pas de problème, pas de rassemblement trop serré, que les gens portent bien le masque, on peut espérer un allègement pour Lorient notamment et que l'ensemble des abonnés puissent se rendre au stade. Et ce serait quand même beaucoup plus sympa. On peut espérer, mais est-ce qu'on y croit? Avec notre ami nouveau préfet qui arrive. Qu'on salue, qui arrive, qu'on invite dans le podcast d'ailleurs, voilà. si jamais il nous écoute. Peut-être qu'il est fan de Breston. En buvant une bière peut-être, mais pas dans les zones. Une bière, la très belle. Oui, bien sûr, évidemment. Mais voilà, donc effectivement, il y a espérer y croire, on n'y croit pas trop, mais on peut, en tout cas, le Stade Brestois, lui, espère et le souhaite ardemment. Comme Adrien Garbitch. Et du coup, à ce propos de l'alternance entre les gens qui pourront assister aux différents matchs, Yann, tu as fait un petit calcul, en savoir qui pourra avoir quel match. Donc, c'est-à-dire, d'abord, tu vas nous dire, les abonnés Foucault, Quimper, Plein Ciel, Voilà. vont pouvoir voir. Vont pouvoir avoir en fait tous les gros matchs. Hein, c'est un peu injuste pour les autres. Si ça reste comme ça. Voilà, si ça reste comme ça. Ce groupe-là verra donc Marseille, puis Monaco, puis Lille. Après, il y a Reims qui est peut-être une moins belle affiche, mais une affiche européenne. Ensuite, c'est Nice, autre affiche européenne. Le match contre Metz, petit rival certes. Après, c'est Lyon, Angers, Lens et Paris. Donc en gros, c'est tous les matchs qui seront médiatisés, tous les matchs qui font plus rêver. Et de l'autre côté, les pauvres abonnés de la tribune Arkea, si la situation reste ainsi, n'auront droit qu'à Lorient, Strasbourg, Saint-Etienne, Montpellier, Rennes, Bordeaux, Dijon, Nîmes et Nantes. Donc ils ont droit à les 3 derbys bretons, mais... Et là, ils ont droit à 9 matchs. Oui, contrairement à 10. rien que ça. Mais du coup, ils n'ont ni Lyon, ni Monaco, ni Marseille, ni Paris. Après, j'ai du mal à penser que ça va rester identique Oui, j'en doute aussi. pendant 8 ou 9 mois de compétition. On peut espérer Positivement ou négativement d'ailleurs. Oui, on sait. C'est vrai que je pense que la situation va forcément évoluer. Mais je pense que ça évoluera en bien quand même. On espère. J'espère, quoi. Après, puisqu'on est sur la question, je tenais quand même à signaler que je trouve que la solution prise par le club est plutôt bonne. Ouais, moi je la trouve intelligente aussi. Peut-être que ça serait bien, vu le calendrier, de faire une alternance. Par exemple, les Arkea pourraient voir 2 matchs de suite et ensuite... Non, pas de raison. Enfin, je pense que ça sera bien réfléchi. Je regrette peut-être juste, et peut-être que c'est un projet, le manque d'une bourse d'échange. Dans le sens où, par exemple, si toi, François, tu ne peux pas aller au match contre Marseille ce week-end, et que tu peux aller contre celui de Lorient, si tu pouvais échanger avec un autre abonné, ce serait bien. Pour l'instant, le club n'a pas mis ça en place, c'est peut-être un projet. Et voilà. Mais sinon, je trouve que c'est... Enfin, vous savez qu'il n'y aura pas de bonne solution, c'est peut-être la mentir. Et un petit point pronostic, concours de pronostic, évidemment. Oui, c'est parti fort. Avec le partenariat toujours de la très belle, donc la brasserie parisiano-brestoise, on va dire, créée par Jean-Sim, on le salue. Et j'ajoute aussi qu'il va proposer des bières sans alcool. Donc c'est très bon pour les joueurs que nous sommes. Non, mais j'ai déjà jeté ma première journée, moi, donc... Alors Yann, tu nous fais un petit point classement. Déjà, je vais commencer en félicitant notre vainqueur de la semaine, qui porte un pseudo, je sais pas qui est derrière, mais c'est donc Extermination, effectivement, qui se retrouve donc premier de notre ligue, et qui se retrouve 12e du site. Et c'est quand même une très belle performance, donc qui que tu sois, on l'applaudit. 322 points. Voilà. 4 scores parfaits. Il a trouvé les 4 premiers matchs. Le score exact. Ah, mais après, j'ai vu qu'il commence déjà à sombrer. Oui. Voilà. Et la pression est très forte derrière. Peut-être que tu peux donner le podium. Alors, il me semble que sur la deuxième marche, il y a un certain Franche EMT. Et oui, c'est moi. Et oui, voilà, je vous mets tous à l'amende dès la première journée. 6 bons pronos. Heureusement qu'il y a des bières sans alcool. Je peux te dire que là, la production ils ont fait tourner les machines. Ouais. Mais sans le moindre score exact. Oui, tu chipotes. Un peu de panache. Voilà. Et après, en 3, on a Maestro Pepito, mais bon, déjà loin. Mais du coup, ça donne quand même un indicateur. Vous pouvez marquer à peu près 300 à 400 points en une journée. Donc sachant que là, il y a encore il y a 3 matchs qui n'ont pas été joués. Oui. Montpellier-Lyon, PSG-Metz, Marseille-Saint-Étienne n'ont pas été joués. Il y a encore le temps de marquer des points. Voilà.
Le carton est en Je crois que le compte Brestonner en lui-même est plutôt bien placé aussi. Oui, Mais- on est 8ème. Parce que ça, c'est qui a fait les pronos? C'est moi. Donc tu t'es battu avec le compte Brestonner. Je me suis éclaté. D'accord. Mais j'ai fait une sorte de moyenne entre mes pronostics et ceux de Diane. Et au final, bah, voilà. Allez prendre les miens, je crois. On va peut-être... Donc n'oubliez pas de faire vos pronostics pour la Oui, tout semaine à fait. prochaine. Et autre point important, si la journée 2 est entamée, vous pouvez quand même revenir sur les matchs de la première journée qui n'ont pas encore été disputés pour les paris, changer votre score si vous voulez. Tant que le match n'a pas été joué, vous pouvez revenir. Donc par exemple, si vous avez oublié votre pronostic du vendredi soir et qu'on est le samedi, vous dites mince, j'ai oublié la journée, non, c'est pas grave, vous pouvez encore, même le dimanche, revenir, sauver les meubles en quelque sorte. Donc n'oubliez pas, il y a des lots en jeu. Après ces news, donc passons à Brest-Marseille, Match le premier historique. match de la saison. Match historique parce À qu'on domicile. passe en prime time à la C'est télé et c'est jamais arrivé. Et après ce petit... On espère que ça vous plaît, hein, ces petits jingles. Le premier n'a pas porté chance quand même. Non, c'est On vrai. s'est foutu c'est de la vrai. gueule des crocodiles et bon. Ils nous ont mangé. C'est vrai, exactement. Alors que j'ai le hockey, donc on va essayer de faire du mieux. Alors un match entre Brest et Marseille, alors on va surtout le passer sous le prisme brestois, puisque l'effectif de l'OM n'a pas vraiment changé. Il n'y a eu que seulement 2 arrivées avec Le hockey c'est compliqué. Leonardo Ballardi, donc, qui arrive en prêt avec option d'achat en provenance de Qu'est-ce qu'il vaut, Dortmund. lui Il n'a pas joué avec Je sais que tu suis Dortmund. la donc, Bundesliga, non il n'a pas joué avec Dortmund, donc je pourrais vraiment pas vous dire. Et l'arrivée également de Pape Gay après un imbroglio avec Watford. Pour un seul départ, celui de Grégory Sartic, évidemment départ éminemment important du côté de l'OM, avec notamment d'autres départs, celui de Zachary Iskay pour la réserve de Brest. de Brest. L'actualité autour de l'OM, c'est plutôt rachat ou non, autour de Mourad Boudjelal et de toutes ces... Voilà, on ne sait... Mohamed Ajroudi. Difficile de démêler le vrai du faux de cette affaire. Finalement, nous, ça ne nous concerne pas des masses. Est-ce que vous avez quand même un avis? Bah, oui, parce que je pense que si tu es supporter de Marseille, tu es un peu aujourd'hui, comme tu dis, tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais le projet de reprise, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, ça a l'air quand même hyper farfelu. Le Ajroudi en question, ça a l'air d'être un sacré bonhomme bizarre. Et voilà, le fait que Mourad Boudjelal vienne dans ce projet, à être prêt à avoir voulu reprendre Toulon, puis finalement pas Toulon, puis finalement je reviens à l'OM. Et là, je crois qu'il a relancé un truc ces dernières heures. Ça paraît assez bancal en tout cas. Et ça confirme un peu la tradition d'avoir des mercatos absolument bordéliques du côté de l'OM. Je rappelle juste quand même que l'été de l'OM, ça a commencé par la crainte d'une sanction du fair play financier, Avec le chaud. le départ du directeur sportif et le vrai faux départ de l'entraîneur qui finalement est resté. Donc un été somme toute marseillais. Après, l'actualité autour de Marseille, c'est aussi le Covid, avec plusieurs Tout à fait. joueurs majeurs qui ont été touchés. Je pense à Payet, Mandanda, et après le reste, il y a eu Amavi à un moment donné, mais qui était Alvaro. Rongier. Rongier. Donc, bon, après, le 11 que Marseille pourrait aligner resterait quand même solide avec une attaque que c'était Radonjic, Benedetto, Thauvin. Il y avait au milieu de terrain Sanson avec Maxime Oui, Ils peuvent Lopez, mettre Camara, Gay, voilà. en 6. Puis après, c'est malheureusement très dur à pronostiquer, parce qu'on l'a vu aujourd'hui même, enfin du coup hier pour vous, Christophe Herrel qui était positif la semaine dernière ne l'est plus. Donc on n'est pas à l'abri que ça arrive également du côté de Marseille, donc au tout dernier moment tout serait changé. La transition toute trouvée pour parler du Stade brestois, puisque, donc, bonne nouvelle, alors que donc Brendan Chardonnay a pris un carton rouge sévère. Enfin, sévère oui et Évitable. non, mais... En fait, c'est pas de bol. Il y a Donc, rouge, voilà, mais il n'y c'est- peut rien. Quoi. Voilà, c'est vraiment pas de sa faute. Christophe Herrel sera donc disponible pour jouer aux côtés de Jean-Kévin Duverne dès dimanche à 21h, donc sur Téléfoot, la chaîne du foot. Ou au stade. Exactement. Donc excellente nouvelle, puisque il y avait un gros problème, et on se demandait qui allait jouer à côté de Jean-Kévin Duverne sur ce poste défenseur axial droit. Au final, la réponse est désormais toute trouvée. Maintenant, il va falloir trouver les autres joueurs. Bah, déjà on a tous les autres blessés qui reviennent. On a du coup Ludovic Ball qui était en reprise, maintenant normalement c'est bon. Perrault aussi revient. Perrault est revenu avec le groupe. Entraînement collectif. Charbonnier, voilà, il devrait enfin pouvoir prétendre à une place de titulaire. Physiquement, il doit être prêt normalement. Donc, On voilà. devrait avoir un 11 qui ressemble plus à ce qu'on devrait voir au cours de l'année déjà. Voilà. Avec Charbonnier, Perrault au moins, peut-être Herrel,
Et après, ça met. Du coup, je pense qu'on fait repasser Cardona sur un côté, ou alors Charbonnier, tu le mets à la place de Fèvre. J'aurais. Personnellement, bon, je suis peut-être pas objectif parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié Romain Fèvre sur sa préparation, mais je pense qu'il mérite de nous montrer ce qu'il vaut dans une équipe qui tourne. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin du ballon pour s'exprimer. Quentin parlait de taquineur de ballon, mais s'il n'a pas de ballon, il va pas faire grand-chose. Mais la question qui va se poser, en fait, pour moi, c'est qui est-ce qu'on sort ? Jérémy Le Doiron, qui, objectivement, n'a vraiment pas le niveau Ligue 1. Et ça, sur un plan purement sportif, ça pourrait se comprendre. Ou Franck Honora, un peu en sanction, tant de son C'est trop tôt, je trouve, pour le niveau. sanctionner. Après, la sanction est déjà tombée. Oui, parce qu'il est sorti à la mi-temps. C'est ça. Et je trouve que ce serait dur de le sanctionner. Au contraire, là, c'est à lui, tu le remets en lui disant, t'es sorti à la mi-temps la semaine dernière, vas-y, montre-nous ce dont tu es capable de faire. Et voilà, t'es le transfert le plus important de l'histoire du club. Est-ce que, d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que ça lui a mis une pression, à votre avis, ça, ou pas du tout ? Non. Non, surtout que Christophe Herrel arrive 2 semaines après pour sensiblement le même montant. Et que c'est pas très cher non plus. Non, mais bon, à l'échelle de Brest, ça reste quand même une dépense importante. Oui, clairement. Mais non, je suis assez partisan comme toi de remettre Franck Honora. Et par contre, je serais très très attentif tant à sa performance que à son attitude. Le journaliste de La Montagne, dont le nom m'échappe, qui était venu nous en parler, nous avait dit que Laurent Calmu. Voilà. Nous avait dit que son gros souci, c'était que c'était pas forcément un travailleur. Sur le premier match, ça s'est confirmé. On espère que c'est juste une fausse mauvaise impression. C'était pas très très optimiste, c'est encourageant ce qu'on a vu, mais on va lui laisser évidemment sa chance. C'est pas en un match qu'on va juger une recrue et qu'on va lui tomber dessus et d'avoir un avis définitif. C'était pas très encourageant, surtout c'était très énervant. Oui. Là où Jérémy Le Doiron, c'était pas encourageant, mais c'était pas énervant. C'était plus la fatalité. Après, imaginons qu'on mette donc Gaëtan Charbonnier en pointe, que Romain Fèvre soit juste derrière lui. On a 2 joueurs qui vont essayer de décrocher pour toucher le ballon. Du coup, il n'y aura personne devant. Avec un Cardona qui peut prendre l'axe. Oui, il n'y aura personne à droite. De tout côté. Voilà, après, c'est pas statique sur un terrain. C'est pas parce qu'on joue en 4-2-3-1 que tu vas te retrouver avec un 4-2-3-1 statique sur le terrain. Mais quid aussi on va revenir, je vais poser une question à laquelle on n'aura pas la réponse, mais qui est une question importante autour de ce match. C'est l'état de forme de l'Olympique de Marseille, du coup, puisque les entraînements sont tronqués depuis un petit moment. Les matchs amicaux, je pense qu'ils en ont pas fait depuis également un petit moment, parce que contre Montpellier, ça avait été annulé. Donc voilà, je pense qu'on aura une équipe de l'OM qui aura peut-être du mal à se mettre en jambe par rapport à l'équipe de Brest qui, elle, a déjà un peu plus de rythme et aura aussi... Mais qui n'a pas joué dimanche dernier, malheureusement. C'est vrai, mais qui va justement, par rapport au match de dimanche dernier, peut-être rentrer sur le terrain avec un sentiment de revanche et au moins la volonté de montrer que c'était un accident, ce qui s'est passé au Costières la semaine dernière. En tout cas, nous, supporters, on est en droit d'attendre ça, d'attendre un sentiment de revanche. Et je pense que si c'est le cas, ce sera de bon augure pour un éventuel maintien. Si c'est pas le cas, il y aura des grosses questions à se poser sur la viabilité de l'effectif et de cette saison. Si on perd encore, on pourra toutefois se consoler en se disant qu'il ne reste plus qu'un match déjà avant une trêve qui va nous permettre peut-être de remettre les têtes à l'endroit. Et deuxièmement, que le mercato est plus long cette année. Si on revient juste sur le match même, moi j'ai une question, on l'a totalement épargné sur notre dépôt de Nîmes, c'est quid de Jean-Kévin Duverne, pas sa place, quid de Jean-Kévin Duverne, pas forcément de sa place de titulaire, mais notamment du brassard, parce qu'il n'a clairement pas montré les qualités d'un capitaine sur ce premier match. Après, c'est difficile de... Je comprends pourquoi tu dis ça, hein, j'entends, mais c'est difficile de dire ça après un naufrage collectif, quoi. Il n'est pas responsable, c'est pas lui qui a sombré, c'est vraiment partout autour de lui, ça s'effondrait. Et... Bon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus ? Peut-être donner de la voix. Tu disais pareil de Dalloglio, c'est toi qui as plutôt défendu Dalloglio en disant que il pouvait faire ce qu'il voulait. Au bout d'un moment, ce sont les joueurs qui doivent... Je parle pas forcément de la performance, mais plus de l'attitude. On l'a vu, en fait, j'ai très vite eu l'impression qu'il avait acté que c'était fini, quoi. À 1-0, il était bon, voilà. Non, mais même si s'était rebellé, est-ce que ça aurait été... Non, ça aurait pas fait une différence, mais j'aurais quand même aimé qu'il le fasse, parce que sur d'autres jours où l'équipe serait en meilleur état, notamment mental, ça prouve qu'il l'aurait fait quand même. Après avoir, c'est son premier... Bien sûr. Après, il me paraît pas comme un capitaine en puissance. Enfin, c'est jamais l'idée c'est pas naturel. J'ai jamais eu cette idée de lui
en tant que leader. Après, on n'est pas dans le vestiaire non plus, on n'est pas sur le terrain. Et un plutôt force tranquille. Ouais, c'est ça, un peu comme Ismaël Traoré. Ou Simon Fallet plutôt. Ouais, Simon Fallet plutôt, t'as raison. Parce que je pense que Traoré, lui, il montrait que. Enfin, il encourageait et tout. Bah, t'as pas envie d'aller au contact avec Ismaël Traoré. Non, bah, c'est sûr. Mais voilà, c'était pas le profil qui me paraissait. D'ailleurs, on ne sait pas. Le brassard a pas mal tourné en préparation, donc on ne sait pas s'il va rester autour du bras de Jean-Kévin Duverne. Bah, je crois que Dalloglio a dit à ce sujet que ça pouvait être évolutif de toute manière. Que c'était pas fixé dès la première journée, qu'il verrait. Mais bon, quel est le message que tu lui envoies si on enlève le brassard au bout d'un match? Et puis, est-ce que c'est important le brassard? Est-ce qu'un milieu de terrain, il peut pas non plus dire oh les gars, bougez-vous le fion parce qu'on est en train de prendre une branlée. Parce qu'en l'occurrence, le capitaine, finalement, c'est celui qui parle avec l'arbitre. C'est pas parce que Jean-Kévin Duverne a le brassard que Charbonnier peut pas. D'ailleurs, il le fera lui. Ah oui, il va râler sur l'arbitre, on sait. Sur l'arbitre et sur ses coéquipiers, leur dire de se remobiliser aussi parce que. S'il était sur le terrain à 2-0, je pense que ça aurait été, peut-être pas le résultat final, mais l'attitude au moins aurait peut-être été un peu différente de ce qu'elle a été. Il y a beaucoup de questions finalement et Nîmes n'en a répondu aucune. Donc on va attendre le match contre Marseille pour peut-être avoir quelques réponses supplémentaires sur l'avenir du Stade Brestois cette saison. En tout cas, on pourra affiner un petit peu notre réflexion sur certains joueurs, sur certains comportements et aussi voir des choix éventuellement du coach sur des joueurs qui seraient éventuellement sortis ou pas de l'équipe et d'autres qui conserveraient la confiance de l'entraîneur. Après, du coup, si je dis pas de bêtises, on va à Dijon la semaine qui suit, d'après, voilà ça, avant une pause de 15 jours avant de recevoir Lorient. Non, je crois que c'est avant. La pause internationale, c'est avant Lorient. Donc, oui, la trêve intervient après le deuxième match. C'est hyper tôt. Et justement, point qui n'est pas négligeable, c'est que si jamais le match de l'OM doit être reporté, ce qui sera le cas à mon humble avis. T'avais dit pareil pour Nîmes, on a pris 4-0. C'est vrai. Mais il a été reporté pour une équipe et pas l'autre. Et du coup, s'il doit être reporté, a priori, ça sera sur la date du 10, comme PSG Lens. Donc ça ferait qu'on jouerait Marseille et 3 jours plus tard, on irait à Dijon. Ce qui n'est pas forcément optimal. En même temps, il faut bien les jouer à un moment ou à un autre, les matchs. Oui, mais en termes de déplacement. Après, on est en début de saison, là, pour le coup. D'ailleurs, c'est un peu con de jouer à Marseille en début de saison, parce qu'ils vont avoir une compétition supplémentaire à jouer. Donc après un petit match de Ligue des Champions, ça aurait été plutôt... Après là, ils sont pas prêts non plus. Oui, et puis s'ils ont la moitié de leur équipe absent pour Covid, bon... Au final, pour Marseille, on a plus de questions que de réponses déjà. C'est un peu l'interrogation totale. Du côté de Marseille? Bah non, du côté de Brestois, je dis là... c'est un peu pour ça qu'on est un peu impatient, outre le fait que évidemment la Ligue 1 revient et qu'on retrouve un peu le Stade Brestois. Voilà, il y a plein de questions, plein d'incertitudes autour de cette nouvelle monture 2020-2021 du Stade Brestois, et on a envie de savoir où elle va aller. Donc une présentation de Brest-Marseille sans invité, un peu plus courte que d'habitude, mais on a pas mal fait autour de Nîmes-Brest, de voir des choses différentes avec des points de vue différents. On va vous souhaiter évidemment un bon match si vous y allez aussi, si vous êtes parmi les pas 5000, 4100 et quelques, je crois. 4100 spectateurs. Ou alors si vous êtes parmi les deux équipes, on vous salue en tout cas si c'est le cas. Mais on va vous souhaiter un bon match et un bon week-end. Même si, en plus voilà, c'est à la toute fin du week-end, donc vous pouvez passer un bon week-end et au final une fin de week-end dégueulasse. Voilà. Surtout que c'est la rentrée le lendemain. Terrible. C'est le coup dur pour le professeur de l'équipe. Mais on va vous souhaiter un bon match, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour l'analyse de cette première étape du Tour de France. Ah non, pardon. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Messieurs, à la semaine prochaine. Et allez Brest. Cannabo, salut. Souhaitons que ce soit le dernier week-end vont chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.